Bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Pourquoi Buffy c'est génial. Donc podcast numéro 15 qui est en public. Est-ce que le public est là ? C'est bon ça j'aime bien. Un numéro complètement exceptionnel, un numéro en public et je suis toujours accompagné de mes Slayerettes. C'est toi la Slayerette. Clément et Riley. Salut. Bonjour. Clément et voici Riley. Ça va. Je vous rappelle le principe du podcast, on fait des critiques, on donne des infos à travers des commentaires audio pour mieux comprendre le show et l'apprécier à sa juste valeur. C'est une organisation technique incroyable. Donc normalement on a plusieurs rubriques, là on va les passer parce qu'on n'a pas le temps, on est très en retard. On a la rubrique des gros bisous, on va juste faire un gros bisou à Geekopolis, voilà, pour nous permettre de faire ce podcast avec vous en public, c'est génial. Pas de sondage non plus, on verra ça la prochaine fois. On va vous parler de l'épisode qu'on aborde aujourd'hui. C'est donc l'épisode 3 de la saison 1, intitulé Witch. C'est un terme qui a un double sens, parce qu'en anglais ça veut dire sorcière, mais ça peut aussi dire lequel ou laquelle, which one, voilà. Vous allez voir que c'est un terme qui va prendre tout son sens dans l'épisode. À un moment donné, il y a un twist dans l'épisode et le double sens du terme va prendre tout son sens. Bref, c'est une phrase qui n'a aucun sens. Cet épisode donc joue sur les différentes personnalités, identités d'un même personnage. Le titre VF, Clément ? C'est Sortilège, encore un titre génial de la traduction française. Oh là là, on est très en retard. Je vais rapidement. C'est un épisode écrit par Dana Reston, qui n'a pas fait grand chose d'autre depuis, et réalisé. Une nounou d'enfer quand même. Une nounou d'enfer, très bonne série. Bah oui, ça. Réalisé par Stephen Cragg. C'est un très bon réal de télé qui fait plein d'épisodes de série encore aujourd'hui. Et épisode diffusé pour la première fois le 17 mars 1997. C'est l'heure du pitch ou peut-être allez pitch de Riley vite très vite. Rapidement, je vous fais un petit pitch. Alors là c'est vraiment c'est le troisième épisode de la série. Ça ne fait pas longtemps que Buffy connaît son rôle de tueuse. Et telle une super héroïne, elle doit vivre sa vie de lycéenne et sa vie de tueuse en parallèle. Et donc Buffy cherche à faire des choses normales de fille américaine, c'est-à-dire devenir pom-pom girl, ce qui est un but en soi. Et elle postule donc au concours pour devenir pom-pom girl, sauf qu'il y a... Mais une sorcière s'en prendre aux candidates. Alors attention, on est prêt ? On est parti, on va lancer l'épisode. Ok, 3, 2, 1, go. C'est parti, épisode est lancé. Alors, première scène dans la bibliothèque donc. Et vous allez voir que donc on est au tout début de la série. Qu'est-ce qui se passe ? On est au tout début de la série et donc c'est seulement le troisième épisode et on a besoin de présenter le concept de la série. Et on nous montre déjà deux univers complètement antagonistes qui sont le fantastique et le côté sérieux de Giles, qui sont symbolisés par ce qu'il dit et son petit sermon qu'il fait à Buffy, et l'insouciance et la comédie de l'univers du lycée qui est symbolisé par cette jeune femme Buffy qui elle dans les plans, en plus dans la mise en scène on le voit, derrière elle il y a une porte, elle est ouverte sur le monde et tout, et Giles lui dans ses plans est enfermé dans sa bibliothèque, enfermé de livres et donc on nous montre ça, c'est le concept de la série qui entrechoque ces deux univers du teen, de la comédie teenager et du drama fantastique. Voilà, et la série joue tout le temps sur les doubles sens en fait entre le discours et ce qui est montré vraiment. Là, il fait le discours et il parle d'une secte horrible, un culte démoniaque qui est en fait le groupe des pom-pom girls du lycée. Et toute la série va jouer sur ce parallèle. Ouais. Alors n'hésitez pas à lever la main si d'aventure vous voulez le micro, si vous voulez intervenir, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit par exemple, ou si vous voulez en rajouter. Le micro est là au premier rang, donc n'hésitez pas à le prendre et à commenter par ailleurs cette magnifique scène de Pom-Pom Girl. Par exemple, je ne sais pas. Voilà, sachant que juste avant on avait vu une scène, un plan séquence, en fait un seul plan qui nous montre donc une activité surnaturelle maléfique, quelque chose se trame à Sunnydale. Donc là on va avoir une scène d'audition de Pom-Pom Girl et justement un truc très intéressant, si on aime la théorie du complot ça va vous plaire. Vous allez voir que cette jeune fille qui fait le grand écart là s'appelle Amber. Ok, on est d'accord. Et Amber, on retire bien ce prénom, Amber, c'est un prénom américain. Et
un autre personnage qui s'appelle Amy va nous annoncer plus tard qu'elle est entraînée par un entraîneur, forcément, de Pom Pom Girl, qui s'appelle Benson. Et figurez-vous que Amber Benson, c'est le nom de l'actrice qui interprétera 4 saisons plus tard le rôle de Tara, une sorcière. Une sorcière. On est dans l'épisode Witch. Donc complot, tout ça. Voilà, et puis c'est un épisode aussi Witch qui nous montre que Buffy n'affronte pas que des vampires. En fait, il y a 8 épisodes, je crois, dans la série où il n'y a pas du tout de vampires. Et là, c'est un de ceux-là où il y a, justement, c'est pour nous montrer que Buffy n'affrontera pas que des vampires. Il y aura des sorcières, des démons, toutes les figures classiques des films fantastiques. Voilà, pour ça que cette série est géniale. L'objectif de Buffy dans ce début de saison et dans ses premiers épisodes, c'est d'avoir une vie normale. Elle le répète souvent, c'est ce qu'elle a dit à Giles lors de la scène précédente. Elle veut something normal. Mais justement, et comme souvent dans Buffy, la vie normale, les épreuves classiques de l'adolescence, c'est ça qui est le plus dur à vivre, et ce ne sont pas les démons. Et là, Buffy nous le prouve, en voulant faire quelque chose de normal, devenir Pom Pom Girl, elle est rattrapée par sa mission de tueuse et le côté fantastique de sa vie, puisque là, on va le voir, à travers une combustion spontanée, le fantastique entre dans le monde des Pom Pom Girls. Ça fait très peur. Les pompons prennent feu, attention. Voilà. Juste un petit sondage rapidement pendant que personne ne dit rien. Qui a vu tous les épisodes de Buffy? Un sondage à main levée. Qui sont les vrais fans? D'accord. Il n'y a que des vrais fans. C'est très bien. Bah, ceux qui n'avaient pas vu, vous sortez. Attendez, on a loupé le plaquage, putain, c'était mon moment préféré. On voit la petite culotte de... Non, le plaquage à la rugbyman, j'ai bien aimé. Alors, générique début. Le meilleur générique à la saison 1, bien sûr. Ou pas d'ailleurs. Ou pas. Voilà, les avis sont partagés là-dessus. Le générique préféré de vous qui avez vu tous les... Plutôt saison 1, saison 3, saison 3 là, oui, saison 2 là, oui, ça, oui, les enchères, oui, par là, oui, à gauche, oui. 5 pas mal. 5, oui, 6 par là. Ok, adjugé. On dit 5. 5, ça marche pas mal. Des choses à dire pendant le générique? Mais j'aimerais bien que le public nous déclare tout son amour pour Buffy. Et personne ne parle là, c'est pas normal. Donc toi tu as mis le micro, c'est pas de chance, tu dois dire un truc sur Buffy. Buffy c'est génial. Merci. Vraiment. Merci. Tu vas le redire correctement. Je vais le redire plusieurs fois, pas de problème. C'est un problème technique. C'est normal, t'inquiète. Tu peux le redire? Buffy c'est génial. Oui, voilà. Oh oui, merci. Bravo. Merci. Donc nous sommes à la bibliothèque. Qu'est-ce que j'ai écrit Ah oui, voilà. Je vous rappelle qu'on est dans le 3e épisode. On l'a déjà dit. Et on a déjà dit ça? Ouais. Bah alors je dis rien. Vas-y Riley, je t'en prie, parle. En fait là, Giles assume totalement dans la première saison, il est très carré, c'est que le rôle d'observateur et rien d'autre. Alors qu'au fur et à mesure de la série, il va s'attacher à Buffy et donc être plus conciliant, on va dire. Et là, il lui annonce que il se passe des trucs et forcément c'est sur la bouche de l'enfer. Attendez, je me relis. Oui, il n'y a pas que des vampires. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas que des vampires tous les... Voilà, c'est là où je voulais en venir, pardon. Comme par hasard, tous les problèmes ont lieu dans le lycée. Et c'est vraiment... c'est très révélateur, surtout les 3 premières saisons qui se passent au lycée, où à chaque fois la menace va venir du lycée en lui-même, parce qu'il est construit sur la bouche de l'enfer. Une référence à Human Torch, un des 4 fantastiques, une référence comics peut-être, Riley. Oui, c'est un personnage des 4 fantastiques, donc publié par Marvel. Et donc voilà, dès ce 3e épisode, Joss Whedon était déjà très branché super-héros, hein, évidemment. Et on l'a vu dans son dernier film, Avenger. Je sais pas si vous Ça vous parle ou pas? avez entendu parler d'Avenger. Oui. Et qui a trouvé ça bien? Moi ça va. Ah, oui, c'est un peu comme ça, hein, c'est mitigé. Ok, on en parlera. Alors, scène 5. Maison de Buffy, donc là, il y a sa maman qui est en train d'essayer d'ouvrir des caisses. Et vous allez voir qu'il y a une mise en parallèle très intéressante de la relation entre Amy qu'on a vu, la blonde qui veut être Pom Pom Girl, l'amie de Willow et de Buffy. Donc il parle de sa mère. Et de sa mère qui la pousse à s'entraîner pour devenir Pom Pom Girl. Et donc Buffy du coup se demande quelle est sa relation avec sa maman à elle. Et donc là elle essaye de savoir si sa mère s'intéresse
à ses auditions de Pom Pom Girl. Elle se rend compte que bon, sa mère, elle a autre chose en tête. Elle s'occupe de son exposition, tout ça. Et ça, c'est une ficelle classique d'un scénario de série télé. C'est-à-dire qu'un personnage, en début d'épisode, va toujours regretter de ne pas avoir quelque chose. Ici, c'est une relation plus fusionnelle avec sa maman. Elle voudrait une mère qui s'intéresse plus à sa vie d'adolescente. Et finalement, vous allez voir qu'en fin d'épisode, elle se rend compte que finalement, avoir une mère qui très proche de ça, qui s'immisce beaucoup dans la vie de la jeune femme, finalement c'est pas bien, et elle sera contente de ne pas avoir d'avoir une mère qui a une vie à côté de sa fille. C'est une ficelle classique dans les scénarios. Voilà, une intervention, non? Ok. Faut emmagasiner ce que j'aime bien. Mais peut-être, on peut parler du fait que cet épisode parle beaucoup des rapports mère-fille et de la complexité qui peut en découler. Déjà, ça commence là rien que dans cette scène entre Buffy et sa mère, et on verra après plus tard. On va pas spoiler la fin. Peut-être il y a des gens qui l'ont pas vu. Tout le monde a vu cet épisode? Ok. Ah bon, bah très bien. Bah vous savez ce qui va se passer alors. Voilà, les rapports mère-fille. Ce rapport mère-fille est très très important dans cet épisode, comme disait Sartman sur Amy, parce que tout au long de l'épisode, on va le voir, il y a plusieurs plans, plusieurs scènes qui mettent en parallèle Amy et Buffy, et leur mère a fortiori, et c'est essentiel pour la compréhension de cet épisode en tout cas. Alors là, on voit des pom-pom girls charmantes en train de faire une petite chorégraphie. C'est donc les auditions des Pom-Pom Girls. Et figurez-vous que Charisma Carpenter, qui est tout à gauche là, bim qui tombe d'ailleurs. Donc Charisma, c'est le nom de l'actrice, hein, le nom de personnage c'est Cordelia. Et bien figurez-vous que Charisma a été une vraie Pom-Pom Girl au début des années 90 pour l'équipe de football américain des San Diego Chargers. Alors j'ai des photos incroyables à base de permanentes à tout va. Je les mettrai sur le site bien évidemment. On est impatient. Ah voilà, c'est ça dont je parlais, le plan, ce plan... qui annonce la fin. Le plan sur la statue annonce la fin de l'épisode, et en plus ce plan-là où elles sont mises côte à côte, en parallèle, en plan taille, et où elles parlent de leur vie toutes les deux, de leur famille. C'est encore une fois pour montrer ce parallèle entre les deux personnages qui ira jusqu'au bout de l'épisode, et chacune a choisi une voie différente, si on peut dire. Oui, tout est fait dans ce début d'épisode pour nous montrer tous les points communs entre Amy et Buffy. Et donc Amy qui montre la statuette de sa mère dans la vitrine du lycée en disant « That's my mom », c'est ma mère, réplique qui prendra un tout autre sens, vous allez voir, en fin d'épisode. Puis il y a un lourd poids qui pèse sur Amy quand même. Il faut qu'elle arrive à la hauteur de la gloire de sa mère. De la grande Catherine. De la grande Catherine. Et là, Amy vient de faire tout un speech sur sa mère en la mettant sur un piédestal. Et là, Willow va enchaîner avec... Ouais. Willow va enchaîner avec un speech sur la mère de Amy totalement à l'opposé de ce que vient de nous dire le personnage, en la traitant carrément de nazie. Hein, donc ça va très loin. Alors petite info qui peut-être vous intéressera pas, mais on l'a dit quand même. Justement, toutes ces références, Willow parle de la mère de Amy, qu'elle compare à une nazie. Ça, toutes ces choses-là, ces références au nazisme, c'est dans les versions allemandes de Buffy et dans les versions allemandes des séries télé en général. C'était des choses qui étaient coupées, qui étaient remplacées à la traduction par elle est très méchante ou d'autres choses comme ça. Voilà. On aime beaucoup communistes. On n'aime pas trop parler de ça en Allemagne. C'est encore un sujet un peu touchy. Là, les filles font une référence. Enfin, c'est Buffy qui fait une référence au film Mommy Dearest, Maman très chère en français, je ne sais plus. Un film de 1981 de Frank Perry avec Faye Dunaway et Diana Scarwid. Diana Scarwid que Riley connaît. Riley connaît très bien. Elle a joué dans Lost. Je sais pas référence Evil Dead avec la caméra qui s'approche du personnage. Bref. Il fallait que je la place. Bref, le film Mommy Dearest, donc ça parle de l'actrice Joan Crawford, une star d'Hollywood des années 30 et jusqu'aux années 60, elle a une carrière très longue d'actrice et donc qui est complètement folle avec sa fille, ultra maniaque et qui devient jalouse de sa fille, plus elle grandit, plus elle devient jalouse. Et donc cet épisode est une vraie référence à ce film Mommy Dearest, donc avec Faye Dunaway, que je vous conseille, film intéressant. Et là j'aime bien parce qu'en fait on se rend compte que les pom-pom girls entre elles sont en fait de vraies tueuses, de vraies sorcières entre elles. Ça rigole zéro, et là elle est carrément flippante, la petite Cordelia, elle qui est d'habitude si coconne.
Mais non. On avait aussi une fausse piste. En fait, la séquence commençait dans le vestiaire avec un plan subjectif d'une caméra qui s'approche comme dans un film d'horreur. Et aussi, on avait avant le générique une scène en subjectif qui, en fait, ce plan subjectif, c'est la menace de l'épisode. Et là, c'est une fausse piste parce que ce plan subjectif s'approche de Amy en la mettant en position de victime. Et on verra plus tard que Amy n'est pas la victime de cet épisode. Et vous allez revoir plus tard ce plan subjectif qui s'approche des victimes, qui nous montre l'environnement de la sorcière plus tard dans la maison. Revient tout au long de l'épisode et on ne sait pas jusqu'à la fin qui est le vrai coupable avec de nombreux twists qui arrivent. Oui, ce procédé de mise en scène qui est donc la caméra subjective, c'est quand la caméra se met à la place d'un personnage, comme si on voyait ce que voit le personnage. Et donc c'est très intéressant d'utiliser ça dans un épisode qui joue sur les doubles identités, sur qui est qui veut paraître quoi. Et donc cette utilisation régulièrement des plans subjectifs est un indice sur la thématique de l'épisode. Ouais, et puis tout l'épisode est construit comme un whodunit. Whodunit, c'est un terme pour, enfin, qui est le coupable. C'est souvent utilisé pour les slashers, les films de genre slasher. Et là, ce plan subjectif est tout le temps là dans les giallo des années 70 par exemple, et Suspiria, etc. de Dario Argento. Et là, ça joue vraiment avec tous ces codes du slasher dans cet épisode. Il y avait une affichette Lost, c'était bien sûr une référence à la série Lost, Riley. Oui, voilà, les créateurs de Lost ont vu cet épisode et ont appelé leur série sûrement. Voilà, à cause d'un tout petit détail dans le décor que personne n'a vu, j'imagine. Mais si, c'est évident. Alors là on arrive chez la sorcière. Ouh là là, on a très peur. On a très peur, effectivement. Voilà, donc là on a compris qu'on était dans la maison de la sorcière. Bon, il y a tous les clichés et symboles de la sorcellerie. Voilà, les bougies, les crânes, les bocaux, les chaudrons. Et là, par rapport à la scène principale, enfin la scène au début de l'épisode, on va en voir un peu plus. Voilà, on voit le chaudron en détail. Cette bouille verdâtre. Et on voit toutes ces poupées qui représentent en fait les pom-pom girls. Bien sûr. Et la prochaine sur la liste, c'est Cordelia. Pourtant, Et elle lui cache les yeux de la poupée et on verra que plus tard Cordelia va devenir aveugle à cause de ce sortilège. Ah d'accord, on dit les trucs, ok. Ah bah on dit tout. Ouais, bien sûr, ok. Et donc là, on parle un peu structure, c'est la dernière scène de l'acte 1. Hop, hop, ce noir, c'est parce que dans la diffusion US, la série est construite avec un teaser et 4 actes, et entre chaque acte, une coupure pub. Et donc là, il faut savoir qu'il y a eu une coupure pub entre ces deux scènes-là, et c'est quelque chose qu'on dit régulièrement dans nos podcasts, c'est qu'à la fin de l'acte 1, le méchant de l'épisode doit avoir été identifié. Donc là on a vu qu'il y a une sorcière qui s'attaquait au Pom-Pom Girl, et donc c'est pour ça qu'on finit l'acte 1 sur ça, sur Cordelia en danger et qui sera a priori victime d'un sortilège, pour faire rester le téléspectateur qu'il ne zappe pas pendant la pub. Donc la conversation entre Buffy et sa mère, et elles font des références, alors ça va être un peu technique, on va parler coiffure, bon. Elles font des références aux différentes coupes de cheveux qui étaient à la mode à l'époque où Joyce, la maman, était adolescente. Donc on parle de Farrah Fawcett, qui jouait dans Drôle de Dame, une coiffure tout en volume, et de Sandra Dee du film Gidget. Donc ça c'est plus un peu classique qui rebique un peu. Enfin, je vous encourage à aller voir des photos. Je mettrai des photos sur le site de toute façon. C'est très important, très important. Et surtout l'intérêt de cette discussion sur les coiffures, c'est surtout pour montrer que Buffy et sa mère sont différentes. Et la scène finit par I'm not you. Buffy dit ça à sa mère, c'est que on se coiffe pas pareil et on n'a pas la même vie, quoi. Voilà. Ce qui est très important à la fin de l'épisode. Rappel du thème de cet épisode, du conflit identitaire avec la mère. Voilà, toute la différence de Amy et de sa mère, qui elles veulent absolument se ressembler. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est ce qu'on nous présente. Voilà, c'est là la première différence entre Buffy et Amy, c'est que Buffy ne veut absolument pas ressembler à sa mère. Et donc là, le couloir du lycée, on parle de la romance la possible romance entre Alex et Buffy, qui est un des thèmes de cette première saison. Ouais. Xander qui sera toujours amoureux de Buffy, quelque part, je pense, à mon avis. Qui est amoureux de Buffy dans la salle? Moi. Ah, il y a au moins une personne qui s'assume, c'est bien. 3 personnes, ouais. Et juste si on peut parler de symbolisme un peu... Peut-être Clément. Ah ouais. Vous entendez Clément, les gens? Ok, pardon. Alors, oui, d'accord. Alors peut-être on peut aller... Oui, c'est vrai. On peut parler un peu de symbolisme un peu forcé, mais il m'a semblé que le haut que porte Cordelia
d'une couleur un peu verte comme ça, rappelle peut-être la potion dans laquelle sa poupée était trempée, ce qui peut figurer qu'elle est déjà là sous le charme de la witch. Voilà, surtout qu'au niveau du son, là on n'entend pas bien dans ces conditions, mais il y a un son magique quand Cordelia croise Xander et Willow, et qui est un peu très marqué, on l'entend très bien, ça fait un son à la Harry Potter un peu forcé, qu'on revoit encore quand Buffy suit Cordelia voilà, qui nous dit clairement que Cordelia est ensorcelée et il n'y a aucun doute là-dessus, quoi. C'est pas très très subtil pour le coup. Alors là, l'acteur, je suis désolé de te couper, j'ai une info primordiale. L'acteur qu'on voit là qui s'appelle Jim Dugan, que tout le monde connaît bien sûr, parce qu'il a joué dans The Mask, il joue l'assistant du détective un peu attardé. Film génial. Il a aussi joué un tout petit rôle dans un film que tous les fans de Buffy connaissent qui s'appelle My Stepmother is an Alien. Donc ma belle-mère est un alien, bien sûr. Donc film que les fans connaissent parce que c'est un film dans lequel Alyson Hannigan et Seth Green, donc les acteurs qui jouent Willow et Oz, ces deux acteurs jouent aussi dans ce film à l'époque où ils sont enfants. Voilà, pour l'info. Pas d'intervention dans le public, non Très bien, on n'a qu'à continuer le spectacle. La scène de cascade peut-être fait un peu peur là. Voilà, bon là on est d'accord, c'est pas la meilleure scène de la série avec cet accident un peu cheap de permis de conduire qui vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Par contre la fin de cette scène, donc ce qui se passe maintenant, ça c'est plutôt bien vu. Et assez bien. C'est bien vu. C'est écrit, hein, c'est très bien écrit. Ah putain, attention! Alors, Buffy plaque une deuxième personne dans cet épisode. Buffy va plaquer une deuxième personne. Et allez! Super Buffy, merci Buffy. Il faut parler dans le micro. Tu as quelque chose à dire dans le micro, c'est ça? Thématique plaquage peut-être. Ah ouais. Une analyse sur le plaquage peut-être. Il faudrait peut-être mettre en place un compteur plaquage dans Buffy. Exactement. Ah oui, c'est vrai. Très bientôt. Voilà, donc on a vu que Cordelia était aveugle. Et on le savait déjà. Alors oui, donc on est en 97, il n'y a pas trop de moyens, les effets numériques sont pas trop développés. Donc on a vu, c'était un peu cheapo, c'est l'actrice Charisma Carpenter portait juste des lentilles blanches pour montrer sa cécité. C'était pas dingue, mais bon, ça fait la blague, hein, c'est pas ouf non plus. Donc là, nous sommes à la bibliothèque. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, la série, c'est les premiers épisodes, je le rappelle, la série est très procédurale. Procédurale, ça veut dire qu'on retrouve toujours la même structure à travers les épisodes, et ils ont toujours un début, un milieu et une fin qui sont quasiment identiques. Ce qui va changer par la suite, la série va devenir de plus en plus feuilletonnante, c'est-à-dire que les histoires vont s'étaler sur plusieurs épisodes et non plus un seul. Et donc là, c'est typiquement une scène classique de saison 1 où il y a un démon qui fait... je t'en prie, monsieur le Jedi, explique-nous. Oui, c'est juste pour dire que si c'est aussi structuré, à mon avis, c'est aussi que c'est la première saison et donc en termes de décor, ils n'ont pas grand-chose. Exactement. Donc ils sont obligés de revenir souvent aux mêmes endroits. Et Ewan McGregor a toujours raison. Oui, effectivement, ils n'ont pas beaucoup de décors et du coup, ce lieu de la bibliothèque prend une importance essentielle. C'est là où se font tous les briefings, les débriefings, et à tel point que ce décor deviendra le décor principal du dernier épisode de la saison avec le combat final qui a lieu sur le toit et le maître se retrouvera empalé dans la bibliothèque. C'est clair, oui, il y avait beaucoup moins de budget qu'il y a eu dans les saisons suivantes et les décors étaient limités et du fait, beaucoup de scènes se passaient dans ce décor de la bibliothèque. Là, Jace, dans un scénario original, il proposait de jeter la sorcière, la présumée sorcière, dans un étang pour voir si elle flotte, pour savoir si c'était une sorcière ou pas. Voilà. Ça a été coupé, c'est dommage, c'était une très bonne vanne de Jace. C'est pas une référence au Monty Python, peut-être? Sacré Graal, quelqu'un l'a vu? Ouais. Oui, c'est une référence aux sorcières. Oui, mais c'est une scène où il y a une sorcière dans Sacré Graal, voilà. Et comme dans les Monty Python, justement, là, on détourne un peu les codes sur les sorcières et on joue sur l'humour noir. On tourne la sorcellerie en dérision et c'est un des thèmes de Buffy, le fantastique, et souvent traité de façon humoristique. Ce qui permet une certaine distanciation et ce qui fait passer certains effets cheap bien mieux. Je sais pas si vous avez vu, la scène a commencé sur un plan sur un miroir. Tu sais si vous avez fait gaffe. Là, ça a l'air de rien, mais. Vous avez vu le miroir? Voilà. Et voilà, donc. C'est un plan qui a énormément d'importance. Voilà. Ça. Bah non, je sais pas.
Non, parce que ça, on l'avait pas prévu déjà. Et puis non, c'est pas ça qu'on voulait dire. Plus fort, pardon. Plus fort, ok. Alors donc là, c'est officiellement, je vous l'annonce, le premier sort de magie lancé par Willow. Donc ceux qui connaissent la série savent que Willow par la suite va devenir une grande sorcière. Et donc là, elle jette un premier sort. C'est un sort un peu chimique, à base d'œil de triton, tout ça, pour savoir si Amy a jeté un sort ou pas. Et donc c'est la première fois que Willow s'essaye à la magie. Et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est qu'avec la scène d'avant où Willow faisait des recherches sur informatique, et là qui se passe dans un laboratoire, on a aussi les thèmes de la série policière qui sont très forts dans cette première saison, où on est beaucoup dans l'enquête. Ces premiers épisodes de la série sont... Qu'est-ce qu'il y a ? Faut que je parle plus fort, mais j'ai l'impression d'hurler déjà. Ces premiers épisodes joue beaucoup le fait de l'enquête et remplace le meurtre par un démon qui vient qui vient boucher la bouche des gens par exemple, et Buffy et son équipe agissent comme les experts un petit peu, ils font de la magie ou des expériences pour trouver le coupable. Donc là Alex nous dit qu'ils ont trouvé la sorcière, ils ont trouvé notre Sabrina, référence bien évidente à la série Sabrina l'apprentie sorcière, bien sûr, que tout le monde connaît. Grande séance, grande série. Demain sur Sabrina, venez. Non, ce qu'il faut dire, c'est que Sarah Michelle Gellar, qui joue Buffy, a passé le casting pour jouer Sabrina, il me semble, c'est ça ? Tu étais censé faire une recherche là-dessus, Riley. Ah oui, mais j'ai fait énormément de recherches. Et oui, elle a pas été prise au casting et tant mieux pour nous. Est-ce que quelqu'un a l'info par là ? Parce que voilà, Riley n'a pas fait la recherche. Nico, il a l'info. Non. Nico, t'as toutes les infos normalement, tu les connais. Okay. Alors là, attends, il se passe un truc quand même incroyable. Donc la mère qu'on pensait evil, qu'on pensait démoniaque depuis le début, nous apparaît finalement comme la victime de cette satanée Amy. C'est un twist, on appelle ça en scénario un twist. Donc quand tout ce qu'on croyait vrai est inversé. Voilà. On se rend compte que Amy finalement elle n'est pas si soumise que ça à sa mère, ce serait plutôt l'inverse. Voilà. Et en plus elle a Buffy sous son contrôle. Mais on comprend pas pourquoi, c'est pour ça qu'il y aura un deuxième twist plus tard dans l'épisode. Donc là vous avez vu, hop, il y a un noir, on était à la fin de l'acte 2, pub, et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu le twist à ce moment-là, pour appâter le client si on peut dire. Et alors là, vous allez voir, ça va être très furtif. Je vous invite à regarder l'écran très bien, et surtout la poitrine de Buffy, sans arrière-pensée. Mais c'est parce que Buffy porte sur son t-shirt, regardez, il y a un chat noir. Et le chat noir, comme tout le monde le sait, c'est l'animal très caractéristique des sorcières. Oh la vache, ah ouais. Et ça peut nous donner un indice sur le fait que Buffy subit un sort lancé par une sorcière. Donc tout est important dans Buffy et dans les séries en général, notamment les costumes. Voilà, on est sur la meilleure scène de l'épisode où Buffy vient d'arriver en chantant Macho Man de Village People. Non, on va pas faire ça. Et si on connaît bien Buffy, là on se rend compte direct qu'elle est ensorcelée, c'est pas possible qu'elle arrive en chantant les Village People. Les Village People ont fait des très bonnes chansons, je vois pas si oui, mais Buffy chanterait pas ça, à mon avis. Buffy ne chanterait jamais Macho Man, je pense. Ouais, ça c'est sûr. Puis là elle est complètement insupportable. Et c'est ça son maléfice. Elle est chiante. Pardon, excusez-moi. Non, elle a juste énormément d'énergie. Non, oui, elle est très énergique, elle est un peu faux folle, un peu gamine. Là, c'est dans le conducteur, on n'a plus rien à dire là pendant 3 scènes. Donc là, c'est vraiment le moment de parler, s'il vous plaît. Les gros fans, allez-y, dites un truc. Déclarez votre amour pour Buffy, non ? J'aime Buffy. Sinon, on va meubler avec des quiz et des sondages et des énigmes de merde. On nous réclame un quiz. Un quiz. Moi je pensais, on va profiter qu'il y ait des gens qui connaissent un peu le podcast pour poser cette question. Est-ce que vous préférez les sondages ou les énigmes de Tonton Jace ? Alors ça c'est un sondage, c'est assez pointu. On va faire un applaudimètre. Qui préfère les sondages ? Ouais, merci, super. Donc, il y aura plus de sondage. Donc qui préfère les énigmes de Tonton Jace ? On a une personne, donc ça fait. Donc c'est officiel, Riley, arrête de faire des chroniques. Tu arrêtes tout. Ouais, tu arrêtes tout. Donc là on est dans le gymnase. Voilà. Wouh, allez, super Buffy, on est en forme. Axel s'en rend compte d'ailleurs. Alex, pardon. Là on voit qu'on est en saison 1, il y a des zooms pendant tout l'épisode, c'est assez bizarre, ils vont plus faire ça par la suite mais...
Ça fait très mal aux yeux, hein. Ces zooms un peu brutaux comme ça. C'était notre époque aussi. C'est ça, c'était... En fait, tout cet épisode, bon là je prends un peu de l'avance, mais là on n'entend pas non plus, mais la musique de cet épisode est très kitsch, très années 90. Grave. Et ça se sent que c'est le 3e épisode, ils sont pas encore rodés au niveau de la mise en scène, au niveau des effets spéciaux, au niveau du montage, de la post-production en général. Et la série va vraiment évoluer à partir de la saison 2 en fait. Donc là, voilà, le fil rouge de la saison, c'est la romance, c'est la possible romance entre Xander et Buffy. Et donc là, une étape supplémentaire est franchie. Xander qui a des vues sur la tueuse. Buffy lui dit clairement, bah, moi je te considère comme une meuf, comme ma meilleure copine. Donc voilà, il est un peu... il l'a mauvaise, mais ça va pas l'empêcher de revenir à la charge régulièrement dans cette première saison. Une intervention. Merci. D'ailleurs, du coup, en réfléchissant, là, je voyais sur Xander, en fait, l'épisode est vachement important sur lui parce que ça annonce aussi le fait qu'il se sente un peu à l'écart, ce qui est aussi un thème qui va revenir plus tard. Il annonce aussi qu'il veut sortir avec Cordelia parce qu'il en parle aussi, comme quoi... Il annonce aussi qu'il va sortir avec Cordelia, ça annonce la romance avec Buffy, ça annonce aussi sa relation avec Willow. En fait, c'est vachement complet sur Xander. Si on fait à côté, en fait, ils ont fait une espèce de parallèle, quoi. C'est vrai, intéressant. En fait, toute la première saison, on s'en rend pas compte comme ça parce qu'on a l'impression que c'est une série procédurale et qui est purement fantastique, mais tout est en place dès le début de la série et les personnages sont déjà travaillés et les scénaristes savent déjà où ils vont aller. Et puis c'est important faut remettre ça dans le contexte, la série est nouvelle, elle est arrivée en milieu de saison, c'est important de tout de suite faire montrer aux gens quels sont les codes de la série. Donc la petite adolescente américaine qui va combattre des vampires, mettre de la romance, c'est super important parce qu'on est quand même dans un teen drama, ça c'est une série qui s'adresse aux adolescents, donc adolescents et adolescentes, donc la romance c'est toujours important, donc c'est important d'établir tout ça dès le début. Je vous rappelle que c'est seulement le 3e épisode et le premier épisode normal, on peut dire, puisque les 2 premiers étaient en fait un long double épisode qui servait d'introduction à la série. Attention, la déesse de Jace, priorité au direct, la déesse de Jace. Oui, Jace roule français, il achète français. Il a tout compris. Particulièrement réussi, je vous invite à réécouter chez vous cette musique, mais on se croirait en plein dans les années 90-95. Et en plus, toutes ces séries à l'époque avaient la même musique, c'est assez, sauf X-Files, mais c'est assez fou. Intervention, non ? Ça va ? Alors on enchaîne, donc on arrive chez la mère de Amy. Donc on comprend qu'elle n'est pas du tout la mère nazie-like comme on nous la décrivait en début d'épisode. Et donc il se passe quelque chose de louche. Et surtout on arrive en fin d'acte 3. Et qui dit maintenant, vous l'avez bien compris, fin d'acte, pub, dit révélation. À la fin de cette scène, il va y avoir une révélation. Bon, on balance la révélation, non? Parce que sinon ça va être... Le suspense est voilà, il y a un nouveau twist encore dans le scénario. En fait, c'est Amy et sa mère ont échangé de corps puisque sa mère a envie de rester jeune. Et Buffy va reconnaître Amy tout de suite. Voilà, elle est exactement là. Et bim ! Ce qui rechange encore tout l'épisode et ce qui remet en perspective ce qu'on disait sur sa mère tout à l'heure et ce qui donne un sens aux scènes où Buffy et sa mère parlent dans la cuisine depuis le début. Une intervention peut-être, ouais. Du coup, est-ce que ça augure pas aussi du fait que Amy change une première fois de corps? Alors on sait que ça va lui arriver aussi plus tard dans la série, c'est vrai. Pendant un bon paquet de temps. Oh, c'est juste un truc réutilisé. C'est intéressant de noter. Tout à fait, Parce que pour ceux qui ne savent pas, Amy va devenir un rat pendant 4 saisons, je crois, ou je sais plus combien. Et elle va rechanger de corps du coup. Et donc là, début de l'acte 4, on a eu le twist incroyable, et donc là, Amy, donc dans le corps de sa mère, explique ce qui s'est passé, et vous allez voir que c'est intéressant au niveau mise en scène là, parce qu'au moment où Amy, donc dans le corps de sa mère, va évoquer son père absent, on voit Jace au second plan. Derrière Buffy et derrière elle, c'était juste avant, et donc c'est assez intéressant parce que pareil, voilà, à ce moment-là, et c'est intéressant parce que toujours dans ce principe des points communs entre Buffy et Amy, on voit que là aussi la différence a été que
la figure paternelle de Amy est partie, ses parents ont divorcé, mais Buffy a trouvé en Giles une nouvelle figure paternelle de substitution, et on sait très bien que ce que représente Giles pour Buffy, c'est un père protecteur qui est là à ses côtés, et c'est aussi grâce à lui qu'elle ne fait pas toutes les erreurs qu'a pu faire Amy par exemple. Et dans Buffy aussi, ce qui est important, c'est que souvent, une des recettes, c'est de prendre une expression connue, mais de s'en servir de manière très concrète. Ici, l'expression pourrait être qu'un parent projette ses envies à travers son enfant. Et bien dans Buffy et dans toutes ces métaphores fantastiques, ça devient... On a eu très peur, pardon. Il y a eu un chat qui est sorti du coffre. Et donc dans Buffy, qui utilise des métaphores fantastiques pour parler de vrais problèmes humains, ces parents intrusifs qui se voient à travers leurs enfants devient carrément une mère qui prend le corps de son enfant. Donc c'est très très clair. Ça permet de parler de sujets graves, de sujets qui touchent des adolescents, mais de manière un peu plus fun, parce qu'on est dans le fantastique. Ah, attention. Là, il y a la musique de Mortal Kombat pour les spécialistes. Si, on a une confirmation de Obi-Wan Kenobi. Et en fait, toute cette partie avec les majorettes, et Sardman, tu sais ça, mais ça, en fait, c'est en lien direct avec le film Buffy qui est sorti en 92. Ouais. Où Buffy essayait déjà d'être pom-pom girl, et reprendre cette intrigue sur le fait des majorettes, des pom-pom girls, c'est vraiment être dans la continuité du film, tout en permettant, on verra à la fin que Buffy va détester les pom-pom girls, elle ne sera plus jamais pom-pom girl, c'est de tirer un trait sur le film, tout en l'incluant dans la continuité de l'univers. Une intervention, tais-toi Riley, une intervention du public. Ah oui. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi, si la mère d'Amy était si bonne pom-pom girl, pourquoi elle a pas réussi au début à être prise dans l'équipe de pom-pom girl, ça n'a pas de sens. Alors non, on peut imaginer que c'est le corps, l'enveloppe corporelle d'Amy n'est pas faite pour le sport et non, mais si, parce qu'on nous présente Amy comme qui aime manger plein de chocolat, qui n'aime pas trop le sport, et donc on peut imaginer que même la conscience de la maman d'Amy dans ce corps-là n'a pas réussi à faire bouger ce corps comme elle veut. Mais bon, peut-être c'est juste une erreur de scénario. Et là, on peut mettre en parallèle encore une fois Buffy et Amy, c'est que là, elle est en transe en train de faire la pom-pom girl, il y a des plans au ralenti, au grand angle. Et dans la scène de Buffy, justement, qui était sous l'emprise du sortilège, il y avait les mêmes plans en grand angle, au ralenti, un peu flou. Comme si elles étaient toutes les deux dans une situation opposée, mais qui vivent la même chose au même moment. Alors là, priorité au direct. Ah non, priorité à une intervention du public. Obi-Wan ? Oui, on est sûr que le changement de corps entre Amy et sa mère, il n'a pas été effectué pendant l'épisode, parce qu'à un moment donné, elle est surprise du sort et après elle est plus du tout. Alors c'est vrai, j'avoue que c'est pas super clair dans l'épisode. Moi-même, les premières fois que je voyais l'épisode, j'étais pas sûr. Mais ici, il y a une réplique, la réplique dans le salon où elle dit il y a plusieurs mois, je me suis réveillé et j'ai pas compris. Donc le changement de corps a eu lieu il y a plusieurs mois, mais c'est vrai que c'est juste une toute petite réplique qui nous le dit et c'est pas super clair. Ça c'est clair. Alors oui, juste à un moment donné, Giles sortait des formules en latin. Je sais pas s'il y avait des latinistes parmi nous, des spécialistes de la langue. Moi j'ai lu sur les internets qu'il avait mal transcrit le latin. Il a traduit The Darkness Breath par Tenebrae Respiratis, alors qu'il aurait dû dire, comme tout le monde le sait, Tenebrae Respirante, évidemment. Donc là, la pyramide est tombée, hein. Ça va pas du tout au niveau du pop-up girl. Voilà, Amy. Bien fait. Elle arrive. Oui, t'as parlé du film tout à l'heure, Riley. Tout le monde savait qu'il y avait eu un film Buffy avant la série. Donc on n'apprend rien à perdre. Donc voilà. C'était juste pour savoir. Donc, et le film est très adroitement intégré surtout dans la première saison. Il y a régulièrement des références faites au film pour nous l'intégrer dans la chronologie narrative, comme un préquel en gros de la série, même s'il y a énormément de différences. Tous ces rappels de Pom-Pom Girl, tout ça. Par exemple, cette scène où les Pom-Pom Girls font leur show alors que les mecs jouent au basket, c'est la scène d'ouverture du film, pour ceux qui se rappellent du film. J'aime cet épisode parce qu'il est cheap dans le sens où il y a zéro budget et ça marche quand même. Le simple fait qu'elle pointe ses mains vers Cinder, ça suffit pour nous faire croire qu'elle a des pouvoirs magiques.
Ouais, Amy est passée de la petite innocente à la vraiment flippante là, ça fait peur. Et c'est aussi la première scène de rituel de Giles qui va revenir souvent aussi dans la série. Il va passer son temps à faire des rituels en latin. Et c'est la première de la série, encore une fois. La hache, alors donc ça c'est une très bonne idée, toujours mettre une hache dans un lycée américain, hein, bien sûr. C'est une hache qui va revenir régulièrement comme accessoire en saison 1 et saison 2. Donc là carrément pour couper la tête de Buffy. On a très peur, attention! Voilà, pareil. Mais là, on a. Et donc là, le sortilège a réussi. C'est pour ça que maintenant, ce n'est plus Amy la menace, mais c'est sa mère qui va... Plaquage! Compteur plaquage, ouais, bien joué! Nous sommes à 3 plaquages. Donc là, Giles va tomber dans les pommes, normalement, hein, comme chaque épisode. Oui, là pareil, il y a le compteur plaquage, mais il y a aussi le Giles inconscient qui est mis KO par le monstre. Et là, c'est encore la première fois que ça va lui arriver. Voilà. Ah oui. Il utilise la force. Ouais. Pas mal, pas mal. Peut-être une explication, on a un Jedi parmi nous, il doit nous expliquer comment la sorcière a pu récupérer cette hache. Il y a une histoire de midi-chlorien peut-être. Non. En s'entraînant. Sorcière de Datomir, je pense. Ça. Merci. Voilà. Donc la bagarre. Parce que Buffy c'est ça aussi, c'est de la bagarre. Et voilà. on finit par une bagarre. On finit par une bagarre entre Buffy et le Freak of the Week, le monstre de la semaine. Une bagarre assez sympa quand même. Voilà, et là il y a Buffy qui lui dit oh grow up, agrandis. Parce que voilà, là on aborde un des thèmes fondamentaux de la série qui est le passage à l'âge adulte et les difficultés que ça peut entraîner. Et là clairement la menace et ce personnage n'accepte pas de vieillir et n'accepte pas de devenir mère et du coup c'est pour ça qu'elle a voulu changer de corps. Et regardez le miroir que Clément avait évoqué dans la première scène dans le labo de l'épisode. C'est ce qu'on appelle donc un implant quand on écrit des scénarios. C'est le fait d'introduire quelque chose à un moment donné pour que les gens s'en rappellent pas. Là c'est encore mieux, vous ne l'aviez même pas vu, donc vous pouvez pas vous en rappeler et le réutiliser plus tard. Et donc là, l'utilisation d'un miroir, ça a une signification super forte. C'est que la sorcière, elle se fait tuer par son propre sort et son propre reflet en fait. Et ça a beaucoup de signification parce que la mère qui ne veut pas accepter de vieillir, qui ne veut pas accepter sa propre image de femme mûre, se fait tuer par son reflet. Au moment où on la met face à elle, face à son image, elle se fait tuer par le sort. Donc ça a énormément de sens. Ah, intervention, micro. Intervention du public. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'ils ont gardé exactement le même processus de sorcière qui tourne mal avec Willow. Ils gardent la même, les petites paillettes, là, enfin c'est pas des paillettes, mais les trucs qui tournent autour du visage. Ils ont fait exactement la même chose, enfin 5 saisons plus tard, donc c'est quand même intéressant. Et les yeux noirs aussi. Les yeux noirs, c'est quelque chose qu'on verra à chaque fois qu'un sort est lancé, mais un sort pas cool. Le personnage qui lance le sort aura les yeux noirs. Quand c'est un sort sympa, bizarrement, il n'y aura pas les yeux noirs. Voilà, Joss Whedon, c'est un spécialiste des univers très cohérents, très pensés, et donc la magie, c'est d'une façon, et toute la série, ce sera de la même façon. Et c'est valable pour toutes ces séries, à chaque fois, il travaille vraiment à fond, jusqu'au moindre détail, l'univers. Il crédibilise l'ensemble. Tu disais quoi, Clément? Je dis qu'il crédibilise l'univers. Ah, merci. De rien. Voilà. Et donc là on remet une dernière fois en parallèle Amy et Buffy avec leur mère. Et là la mère de Joyce, la mère de Buffy, raconte contrairement à la mère de Amy qu'elle ne veut pas revivre ses 16 ans et qu'elle préfère être adulte parce que c'était trop difficile d'être adolescente. C'est là où Buffy et Amy sont vraiment différentes. Et sa mère est un modèle entre guillemets pour Buffy. Elle accepte d'être adulte. Et c'est d'autant plus cruel quand on sait ce qui se passe vers la fin de la série. Bon, un point costume, parlons des costumes. Vous êtes sérieux, vous avez vu comment Amy est sapée dans cette dernière scène? On est d'accord, c'est dégueu. On a fini dans 2 minutes, on est bien. Et donc oui, c'est important aussi, tout a une signification, les costumes bien évidemment. Amy qu'on a vu dans tout l'épisode habillée de manière très féminine, avec des petites jupes, des chemisiers, tout ça. Là, ils ont forcé le truc en l'habillant avec un t-shirt dégueulasse et un pantalon tout moche pour montrer que, là on voit enfin Amy. Alors qu'avant c'était la mère qui avait pris possession de son corps et donc pour nous montrer que l'ambivalence des deux personnages aussi à travers les costumes. Peut-être une intervention? Non, on va y aller, on a bientôt fini. Et là on arrive sur une fin comme dans la 4e dimension pour ceux qui connaissent.
assez horrible où la mère de Amy se retrouve coincée dans la statue. Voilà. Pour l'éternité. Ce qui est plutôt assez horrible et qui est un truc qui va revenir. Plus tard, Oz va s'arrêter devant cette statue. Et Oz, qui est un personnage qui arrive en saison 2. Et elle va se rendre compte que cette statue est vivante. C'est le seul qui se rend compte de quelque chose. Donc finalement Catherine, donc la mère de Amy, obtient ce qu'elle a toujours voulu. Elle est enfermée dans le trophée de sa jeunesse. Elle sera pour l'éternité, la grande Catherine, elle sera pour l'éternité l'image de cette pom-pom girl qui était très populaire. Alors là on a fini. Si vous voulez participer et parler dans le micro, c'est maintenant. Ou sinon c'est terminé. Pas d'intervention. Alors on vous remercie tous d'avoir participé à ce podcast en public et vous aurez le droit à un gros bisou lors du prochain numéro. Voilà, on est pris par le temps en fait pour le lieu, donc on peut pas dire tout ce qu'on voulait dire, mais merci beaucoup d'être venu. Merci.